Yoranoa les Tropicos, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique où aujourd'hui on va parler d'un sujet dont vous allez très souvent entendre parler en arrivant en Polynésie française, donc autant savoir à l'avance ce dont il s'agit. Je vais vous présenter le fameux concept du mana. Alors le mana est l'un des concepts les plus puissants, les plus anciens et les plus identitaires de toute la Polynésie. Invisible mais omniprésent, il traverse les siècles, les lignages, les paysages et les gestes du quotidien. Il explique la force d'un chef, la beauté d'un danseur, la fécondité d'un chant, la puissance d'un guerrier, la majesté d'un lieu sacré ou encore l'aura d'un artiste. Comprendre le mana, c'est comprendre une part essentielle de la vision polynésienne du monde. On peut parler d'une force vitale qui traverse le monde. Le mana est avant tout une énergie fondamentale, une force vitale qui circule dans tout ce qui existe. Humains, animaux, plantes, montagnes, océans, objets, lieux sacrés. Il ne s'agit pas d'une énergie abstraite, mais d'un principe actif qui influence réellement la vie, la réussite, la santé, la protection ou le prestige. Dans la pensée polynésienne traditionnelle, le monde n'est pas divisé entre matière et esprit. Tout est animé, tout est relié, tout possède un degré de mana. Cette force peut être transmise, augmentée, affaiblie, perdue ou menacée selon les actions, les comportements et les relations sociales. C'est une notion qui est avant tout héritée des ancêtres. Le mana est profondément lié aux ancêtres qu'on appelle tupuna, les lignées prestigieuses, les familles de chefs, arii, les guerriers ou les prêtres, les tahua, étaient réputés pour posséder un mana exceptionnel transmis de génération en génération. Cette transmission pouvait se faire par le sang, la généalogie, par les rites, les initiations, les consécrations, par les actes héroïques, les victoires, les exploits, ou encore par la proximité avec les dieux. Un individu né dans une lignée de haut rang possédait naturellement un mana plus élevé, mais il devait aussi le protéger et l'entretenir par sa conduite. Le mana, on peut dire aussi que c'est un marqueur de prestige et d'autorité. Dans les sociétés polynésiennes anciennes, le mana était un fondement du pouvoir. Un chef n'était pas respecté uniquement pour son statut, mais parce qu'il était perçu comme un être chargé d'un mana supérieur. Cette force justifiait son autorité, sa capacité à guider, à protéger et à maintenir l'harmonie du groupe. Le mana se manifestait par la prestance, la parole, la sagesse, la générosité, la capacité à accomplir des actions extraordinaires. Un chef dépourvu de mana perdait sa légitimité. A l'inverse, un individu de rang modeste pouvait acquérir du mana par ses actes, ses talents ou sa connexion spirituelle. Le mana, on le retrouve dans des lieux et des éléments naturels. Et oui, il n'est pas réservé qu'aux humains. Les montagnes, les vallées, les rivières, les baies, les récifs, les arbres ou les roches peuvent être chargés d'un mana puissant. Certains lieux sont réputés tapu, c'est-à-dire sacrés, car leur mana est trop fort pour être approché sans précaution. Quelques exemples, un marae possède un mana exceptionnel car il relie les hommes aux dieux. Une montagne peut être considérée comme la demeure d'un ancêtre divin. Un arbre ancien peut être porteur d'une mémoire sacrée. Une source peut être réputée guérisseuse grâce à son mana purificateur. Je pense évidemment à la source Vaima à Tahiti. Cette vision explique le profond respect polynésien pour la nature, non pas comme un décor, mais comme un ensemble d'entités vivantes dotées d'une puissance propre. Mana, tapu et noa, un équilibre essentiel. Le mana fonctionne en relation étroite avec deux autres concepts fondamentaux. Tapu, ce qui est sacré, protégé, interdit, car chargé d'un mana puissant. Noa, ce qui est ordinaire, libéré des restrictions, accessible. Le rôle des prêtres et des chefs consistait à maintenir l'équilibre entre ces forces. Trop de tapu pouvait paralyser la société, trop de noa pouvait affaiblir le mana collectif. Les rituels servaient à activer, canaliser ou neutraliser le mana selon les besoins de la communauté. Voyons maintenant le mana dans les objets et les symboles.
Certains objets traditionnels étaient réputés pour concentrer le mana. Les armes des guerriers, les tikis sculptés, les parures en nacre ou en plume, les outils des artisans, les paous, les tambours, utilisés dans les cérémonies. Ces objets n'étaient pas de simples accessoires, ils étaient considérés comme des réceptacles vivants du mana de leur créateur, de leur propriétaire ou de l'ancêtre auquel ils étaient liés. Et quid du mana dans les arts et les performances ? Dans la culture polynésienne contemporaine, le mana est souvent évoqué dans les domaines artistiques. Un danseur de Ori Tahiti qui irradie sur scène, un chanteur dont la voix touche profondément, un sculpteur dont les œuvres semblent habitées, un rameur de va'a capable de dépasser ses limites. On dit alors que la personne a du mana, c'est-à-dire une présence, une intensité, une force intérieure qui dépasse la simple technique. Mais le mana aujourd'hui, c'est un concept vivant. Bien que les structures sociales traditionnelles aient évolué, le mana reste un concept vivant respecté et identitaire en Polynésie française. On le retrouve dans les discours politiques ou culturels, dans les cérémonies officielles, dans les pratiques sportives, dans les arts, dans la vie quotidienne. Le mana est devenu un symbole de fierté culturelle, un lien entre passé et présent, entre les ancêtres et les générations futures. Alors maintenant, voyons si un métropolitain peut ressentir le mana. Un métropolitain peut tout à fait ressentir le mana, mais pas forcément de la même manière qu'un Polynésien qui a grandi dans une culture où cette notion structure les liens familiaux, le rapport à la nature et la relation aux ancêtres. Le mana n'est pas réservé à un peuple, c'est une force perçue, une intensité, une vibration intérieure qui peut toucher n'importe qui lorsqu'il se trouve dans un lieu puissant, dans un moment de vérité ou face à une beauté qui dépasse les mots. Ce qui change, c'est l'interprétation. Là où un Polynésien y verra une présence ancestrale ou une énergie sacrée, un visiteur parlera plutôt d'émotions profondes, de frissons, d'élévation ou de connexion. Peut-on comparer le mana à une grande émotion ? On peut effectivement comparer cela à ce que l'on ressent, par exemple, après une ascension en Europe, lorsqu'on atteint un sommet et que la vue s'ouvre d'un coup sur un paysage immense. Ce mélange de fatigue, de dépassement de soi, de silence, de beauté et d'humilité crée une sensation très proche, quelque chose qui nous dépasse, qui nous relie, qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand. La différence, c'est que dans la culture polynésienne, cette sensation n'est pas seulement émotionnelle, elle est nommée, transmise, ritualisée, et elle fait partie d'une vision du monde où chaque lieu, chaque geste et chaque être porte une part de cette force. Au-delà de la spiritualité, le mana exprime une philosophie de la relation, relation à soi, aux autres, à la nature, aux ancêtres, au divin. Il rappelle que chaque action, chaque parole, chaque choix influence l'équilibre du monde. Avoir du mana, ce n'est pas dominer, c'est être aligné, respectueux, généreux, courageux, connecté. C'est contribuer à la vie plutôt que la diminuer. Finalement, le mana n'est pas seulement une croyance ancienne, c'est une philosophie vivante qui relie les Polynésiens à leur terre, à leurs ancêtres et à tout ce qui les entoure. Cette force invisible à la fois spirituelle et naturelle rappelle que chaque être, chaque lieu et chaque geste porte une part de sacré. Même un visiteur venu d'ailleurs peut en percevoir l'écho dans un paysage, une rencontre, une émotion pure, sans forcément en connaître le nom. Le mana est cette vibration qui unit l'humain à l'univers, un souffle d'équilibre et de respect que la Polynésie continue de transmettre au monde. Puissions-nous un jour voir cette force inspirer aussi les terres métropolitaines et se répandre sur une planète qui en a tant besoin. Eh bien, mes amis tropicos, je pense que maintenant vous savez tout sur le mana, vous allez en entendre beaucoup parler quand vous serez au Whenua et j'espère que vous vous rappellerez de ces explications pour que vous puissiez peut-être vous aussi ressentir ce fameux mana. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique, mais je vous signale aussi que vous pouvez me retrouver tous les lundis avec un nouvel article sur le site tahiti-pratique.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et puis bien sûr sur Facebook. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt sur une de mes nombreuses plateformes. D'ici là, passez du bon temps et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les tropicos.